Chers amis internautes, bienvenue à notre émission. Comme indiqué, nous sommes toujours le samedi 5 décembre 2020. Nous avons deux émissions. Nous avons fini la première. Je vous ai dit que ce n'était pas fini et qu'on avait des sujets très alléchants. Aujourd'hui, nous avons un talent avec nous qui va vous dire, je ne veux même pas annoncer. Je vais lui laisser le soin de vous annoncer elle-même ce qu'elle a fait comme étude aux États-Unis. Nos enfants sont très talentueux. Alors restez à l'écoute et venez dans notre monde. À tout à l'heure. Bienvenue dans notre monde. Quand je dis notre monde, Carole dit qu'on est toujours dans mon monde. On est dans le monde de pêle-mêle. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons Miss Hadiza Silué, qui est notre invitée d'honneur aujourd'hui. Et bonsoir mesdames. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ben, je vois que tout le monde est luisant. Ah oui. Le faut, belle comme vous êtes. Belle comme vous êtes. Hadiza, bonne arrivée parmi nous. Voilà, merci. Ouh là là. Merci Non seulement Hadiza a plein la tête, mais elle est aussi belle. Oh, merci. Je ne vais pas la faire bleuir. Hadiza, dis-nous un peu. Bon, Tu peux te présenter aux internautes parce que nous déjà tu fais notre fierté. Merci. Oui. En tout cas, merci de nous recevoir. Oui. Et du coup, je me nomme Chirenima Hadiza Silué. Et il y a apparemment, disons, 1 an de cela, j'ai fini mon doctorat en ingénierie des neurones. Et j'ai eu un parcours, disons, scolaire assez, disons, très long, où j'ai commencé avec, disons, ma licence en ingénierie médicale. Et de là, j'ai fait un master's. Et après, je suis partie, j'ai décidé de me focaliser, disons, sur le cerveau. Et de là, en fait, j'ai fait mes études, mon doctorat en ingénierie des neurones. Et à travers ça aussi, j'ai eu quelques expériences. J'ai travaillé au FDA, qui est le Food and Drug Administration, et aussi au NIH, qui est le National Institute of Health. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, Hadiza, c'est impressionnant. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir qui est Hadiza, quelle a été ton enfance. Est-ce que tu as été une enfant chouchoutée? Parce que là, pour que tu en arrives à ce niveau, il a fallu que tu vois quoi? Voilà, tu sais où est-ce que je vais en venir. Oh là là, c'est gentil, mais non, j'ai pas été chouchoutée. C'est sur ça. On est 3 enfants, j'ai un grand frère, je suis, disons, le deuxième enfant, mais la première fille, et j'ai ma petite sœur. Donc disons peut-être que j'ai été chouchoutée pendant les premières 7 ans, après, avant que ma sœur arrive. Mais sinon non, mais j'ai été élevée avec, disons, des parents très gentils. Ma maman est douce, mon papa est strict. Strict, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'on était bien à l'école, qu'on travaillait bien, que c'était vraiment en fait notre focus. Donc du coup avec ça, bon, on a tous hérité de ça, étant ce qu'il faut. L'éducation est très importante, donc dès le bas âge, on nous a dit école, c'est le premier mari, c'est la première base. Oui, bien sûr. Voilà, donc avec ça, bon, j'ai continué. Après, bon, disons avec la guerre en Côte d'Ivoire en 2000, avec le boulot de papa, on est rentré au Ghana, où on a vécu 3 ans, et c'est là que j'ai appris l'anglais. Et c'est après ça que je suis venue aux États-Unis, j'ai fait le lycée et puis ensuite l'université. Un très bel parcours. Ça c'est impressionnant. Oui. Voilà, donc maintenant, du coup, aujourd'hui, tu donnes vraiment raison à tes parents. Oui. Voilà, Ah oui. les études. Ah oui, Ouais, c'est très important et ils n'ont pas cessé de nous le dire, de vraiment prendre ça au sérieux. Donc, on a essayé. Et puis, bon, voilà. Non seulement la fierté des parents, mais aussi la fierté de toute une communauté et même tout le monde, parce que la branche que tu as choisie, c'est une branche
qui va aider pas seulement que la communauté africaine, mais qui va aider le monde entier d'ailleurs. Oui. Explique-nous un peu. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, explique-nous un peu. Ingénieur en neurones. Moi-même, je cherche le neurone. C'est comment? Voilà, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend ingénieur plongée chaussée, ingénieur bâtiment, voilà, mais ingénieur médical. Du coup, j'avoue, en sans modestie, comme on appelle avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas ce que c'est. En neurones, explique-nous un peu. C'est ça. Disons, en général, disons, l'ingénierie des neurones sort de l'ingénierie médicale, qui simplement veut dire, disons, l'innovation, la création que ce soit technique ou objet ou aspect médical, et qui est peut-être pour instant peut-être spécialisé dans le cerveau ou peut-être spécialisé pour le cœur ou spécialisé pour les os. Donc tout ce qui vient en fait, ou tout ce qui en fait en couple, disons, la technologie médicale. Et pour moi, l'ingénierie des neurones, c'est la spécialisation ou le focus en fait sur le cerveau. Donc disons la création et l'innovation en fait des objets ou de la technologie médicale qui est appliquée dans le cerveau. Donc du coup là, moi ce que j'ai fait, je me suis plutôt focalisée sur les senseurs, l'implantation en fait des électrodes dans le cerveau. Et cela normalement est utilisé pour les maladies comme le Parkinson's, voilà, Alzheimer's, etc. Donc ces électrodes-là en fait sont utilisées comme objet de stimulation. Et ce qui se passe en fait avec ces maladies-là, c'est les nerfs dans le cerveau qui normalement introduisent les circuits électriques sont peut-être faibles, sont dégénérés. Okay, c'est pour ça en fait qu'on a ce genre de maladie. Donc avec ça, ou bien avec en fait cette technologie-là, j'arrive à stimuler cette partie du cerveau-là et inciter en fait le courant électrique à réveiller, disons, les nerfs. Donc tu essaies de générer en fait un circuit électrique et qui donne en fait, qui revit ou bien qui réanime en fait les nerfs en fait dans le cerveau. Donc c'est de ça que je me suis spécialisée. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ok, c'est pour quelqu'un qui n'est pas de la médecine, qui peut poser une question comme ça. Pour quelqu'un qui oublie beaucoup, nos mamans, nos parents, ou bien ça peut arriver après des accidents, c'est-à-dire que vous installez un appareil dans le cerveau de la personne qui peut stimuler le nerf de la personne pour qu'elle n'oublie plus. Pour qu'elle n'oublie pas, absolument. Et ce qui se fait, c'est déjà l'étude, disons, des nerfs, ou bien l'étude, ça s'appelle les action potentials, ou disons les circuits électriques en fait que le cerveau génère. Et selon ça, en fait, en tant que peut-être médecin et tout, on étudie ça. Et une personne qui oublie peut-être n'a pas assez de signaux électriques. Donc, qui est focalisée dans une partie du cerveau. Donc ce que nous on fait avec la chirurgie, on implante, disons, en fait, ces senseurs-là ou ces électrodes-là et qui stimulent, mais qui fabriquent en fait les circuits électriques qu'une personne normale fabrique pour les aider à se rappeler. Ou bien par exemple pour les personnes qui perdent la vue, on implante ça même dans l'œil. Oui, on implante ça dans l'œil et pour stimuler ces nerfs-là dans l'œil. Et dans ça qui est relié au cerveau. Voilà. Et ça régénère, disons, en fait, ces nerfs-là pour les aider, disons, à regagner la vue. Je suis vraiment impressionnée Adiza, mais moi, je m'aimerais bien me focus sur ta personnalité, sur ta personne. Ah oui? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça? Parce que ton papa, il est économiste, non? C'est ça. Il est ingénieur aussi. Il est ingénieur, c'est ça. Et puis, il se focalise sur les constructions des ponts, de la route routière et ponts. C'est vrai qu'il a travaillé dans l'équipe transport. C'est ça. Il est un collègue à moi. C'est ça. Absolument. Faire un coucou. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? D'accord. Est-ce que c'est papa, maman qui t'ont dit, c'est parce que tu l'as aimé? J'ai aimé, déjà, j'adorais les maths étant jeune. Maman adorait les maths. C'est ce qu'elle me dit, hein. Elle dit qu'elle adorait les maths. Oh maman, on fait un coucou au passage parce que c'est ça. Adi, c'est ce que tu disais, mais c'est qu'elle sait papa était ingénieur, donc
Maman aussi, elle est comptable, donc du coup, elle aime les chiffres. Voilà, elle aime les chiffres, ok. Donc, disons, en fait, eux, ils avaient déjà cet amour, en fait, pour les maths. Et bon, moi, j'ai pris ça et tout. Et bon, quand je commençais, disons, à chercher ma filière et tout, mon papa me dit, vu que tu aimes les maths, disons, rentre dans l'ingénierie civile. Je dis, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, j'aime pas trop les routes, c'est-à-dire routiers, les ponts, c'est pas trop mon truc. Mais ce que je me suis, bon, en rétrospection et tout, je voyais que je regardais beaucoup les émissions médicales à la télé. Et je me suis dit, ok, si je dois vraiment choisir une filière, soit ça sera en fait dans la médecine, un truc peut-être relié aux maths et un truc médical. Et avec plusieurs recherches, j'ai recherché. Et j'ai vu qu'il existait ici aux États-Unis, ça se dit biomedical engineering, ou disons ingénierie médicale. Voilà. Et c'est dans ça et tout, quand j'ai fait plein de recherches, j'ai vu, ok, tu pouvais soit peut-être aller être physicienne, c'est-à-dire go to med school, ou bien devenir docteur et tout, traiter les patients, tu peux faire ça. Soit tu peux, disons, continuer dans la route, mais bon, ingénierie, sa création, innovation, en fait, de tout ça, la technologie. Soit aussi, tu peux, si tu veux, en fait, si tu aimes bien le droit, il y a des gens, en fait, étant ingénieurs qui rentrent dans le droit. Et ici, voilà, bon, ils traitent plutôt, disons, les problèmes ou la documentation, en fait, pour avoir les droits à une licence. Voilà, une licence, une idée médicale ou bien une technologie médicale. Donc, disons, pendant 10 ans et tout, tu as besoin d'un avocat pour regarder tout ça. Voilà. Donc, c'est avec, disons, cet amour pour, disons, les émissions médicaux, hein. Voilà. Médical, c'est ça, que j'ai fait le lien entre, disons, les maths et ça. C'est comme ça que je me suis lancée. C'est pour ça que je me suis lancée. Tellement passionnant. Oui. Parce que je cherche, je me dis, attends, mais comment est-ce que nous avons des talents comme ça parmi nous et nos pays ne sont pas au courant. Voilà des talents, par exemple, qu'on pourrait utiliser. En Afrique, on a tellement de talents dehors. C'est clair. Dans le côté médical, ce qu'elle vient de dire, par exemple, sur les Alzheimer, et puis les os, elle a ajouté. Tout ce qui concerne les nerfs qui s'affaiblissent, que vous pouvez travailler pour stimuler le refonctionnement de ces nerfs-là. Cette émission est tellement passionnante que je le fais pour que toute l'Afrique entende, parce que ça ne peut pas seulement être pour ici. C'est bien vrai que Adiza a acquis des connaissances sur ce plan, mais je veux essayer de réveiller un peu la conscience de nos ministres, de nos gouvernements en Afrique, pour qu'ils fassent un peu appel à ces talents-là pour venir un jour travailler dans nos hôpitaux, à aider. Safi, tu as une question? Oui, non, bon, je voulais savoir, Adiza, c'est-à-dire que généralement c'est une filière pour les garçons généralement en Afrique, surtout dans le côté technique, les maths, les physiques, chimie, généralement. Bon, voir une fille qui a pu faire ça, est-ce que dans tes études, ou bien tu as eu à interagir avec d'autres enfants, d'autres filles qui veulent s'adonner à la même filière? Est-ce que tu as eu à voyager pour aller sensibiliser les filles qui hésitent encore à aller dans cette filière-là? Voilà, est-ce que tu as des interactions comme ça? En tout cas, tu as bien dit, Tata, il n'y a pas beaucoup de femmes, disons, en fait, dans ce genre de domaine-là. C'est dominé par les hommes. Que ce soit même dans le labo où je travaillais, j'étais la seule fille. Donc, ça, c'est clair. Je pense que, bon, en termes de sensibilisation, en ce moment, non, je ne suis pas encore allée vers ça. Mais je pense que, bon, à travers votre émission et aussi, bon, d'autres, je pense que les filles seront plus inspirées, en fait, à entrer dans ça. Et bon, en termes aussi, disons, d'expérience à l'extérieur, disons, des États-Unis, ce que j'ai eu à faire, par exemple, j'ai fait 6 mois en Chine comme, disons, études. Et bon, à travers ça, j'ai eu un stage, en fait, dans un centre de réhabilitation où je travaillais, disons, avec des ingénieurs et tout, qui travaillaient sur les AVC. Donc, du coup, ils traitaient, disons, des patients de l'hôpital qui avaient eu des AVC. Et on avait, en fait, créé, disons, un robot
qui travaillait en fait la main. Donc, disons, ces patients là portaient le robot et ce sont des exercices qu'ils faisaient pour les aider à travailler. Et nous, on mesurait, disons, en fait, les signaux des nerfs, les signaux aussi électriques que le cerveau originaire qui émettait. Voilà. Pour montrer au moins que la partie, disons, qui est attaquée revient à vie. Oui. Donc j'ai pu faire ça, mais je pense que disons en fait dans le futur, ça serait bien d'inciter plus de filles en fait à rentrer dans ce genre d'enseignement. Parce qu'on est assez intelligente. Je te vois aller en Afrique, dans les universités donner des conférences pour bien sûr, c'est important. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est ton pays d'origine, le Bénin, là où tu as commencé tes études, pourquoi pas le Ghana également, tout à fait. Donc vraiment, ce sera quelque chose de très très bien. Est-ce que on a un pourcentage des personnes sur lesquelles ce système-là a marché? Bon, normalement, oui. Il y a, ce qui se passe, c'est que si je ne me trompe pas, ils ont publié un manuscrit et tout, bon, qui montrait déjà plus de 60% de patients qu'ils ont traités, qui ont eu une amélioration, en fait, disons, du membre affecté. Donc là, c'était la main et le bras. Je sais qu'en ce moment-là, ils ont essayé de faire en sorte que ces machines-là soient utilisées dans les hôpitaux, que ce soit américaines et canadiennes. Donc, je n'ai pas en fait les dernières nouvelles, mais je pense qu'avec déjà le succès de ça, ça a dû être approuvé en fait dans le monde, dans certains hôpitaux et certains pays. C'est ça. Donc il y a beaucoup de trucs qui existent. Dis-nous un peu le stage de Alzheimer, comment ça commence et jusqu'à quel stade on commence à poser. Est-ce que dès le départ, on peut déjà souhaiter à mettre un appareil dans le neuron de la personne ou bien on attend que ce soit avancé d'abord? Quels sont les signes? C'est ça. Disons que ce soit pour Alzheimer ou bien pour Parkinson's et tout, c'est-à-dire les tremblements en fait, de main et tout. Quand ça se développe, quelquefois, c'est pas héréditaire, hein, ça peut se passer comme ça. Quelqu'un tombe et puis bon, voilà, la maladie se déclenche, ou bien peut-être que ça, chaque membre de famille a ça. Et ce qui se passe, c'est que bon, quand tu vas à l'hôpital, le premier truc qu'on te donne, c'est un comprimé. Le comprimé, il contient, disons, un neurone qui s'appelle L-dopamine, qui t'aide à augmenter la concentration en fait, de ce neurone en fait, dans le cerveau. Donc, il commence toujours par les médicaments. Et après ça, ce qui se passe avec les médicaments, le corps devient habitué. Donc, soit on augmente la dose, et après, la dose, même si tu augmentes, ça passe. Et ce qui se passe après que ça se passe comme ça, là maintenant, on va vers la chirurgie pour faire l'implantation en fait de cette petite technologie-là, ce petit appareil-là dans le cerveau. Si je pense, donc tu peux choisir peut-être côté gauche, côté droit, pour essayer en fait de régulariser en fait la stimulation en fait de ces nerfs-là, ou bien la stimulation en fait des signaux électriques, pour au moins calmer les tremblements. Voilà, donc c'est après en fait disons les comprimés en fait ne se passent plus, ne marchent plus, qu'on fait un recours à ça. Et ce qui se passe même avec ça et tout, c'est quelquefois mais il y a certains patients qui non seulement ont cet appareil déjà en fait installé dans le cerveau, mais aussi qui prennent des médicaments supplémentaires pour compléter. Voilà, pour compléter, parce que soit c'est tellement grave, donc ils sont obligés en fait de compléter, de faire les deux. Et la technologie sur laquelle ils sont en train de travailler, c'est un peu ma thèse aussi, c'est quand cet appareil-là en fait est implanté, est-ce qu'on peut mesurer la concentration de plusieurs neurones qui sont même dans la même partie du cerveau, et aussi voir aussi si l'effet du médicament en fait change quelque chose. Donc mesurer que ce soit la concentration en fait du neurone en fait affecté, mais voir aussi si le médicament en fait a un effet secondaire ou disons un autre effet sur d'autres neurones, etc. Et ça aussi donc en fait la personne ne recouvre pas à 100% la santé, mais ça aide. Ça aide. En fait c'est une meilleure vie quoi. Voilà, en fait pour ne pas à chaque fois soulever un verre et laisser tomber ou bien oublier, voilà. Donc c'est juste pour aider, pour calmer. Ça c'est beaucoup. Voilà, c'est quand même assez beaucoup parce qu'il y a des gens qui... C'est difficile, surtout si tu n'as pas d'enfant, ou bien tu vis dans les nursing homes ici, comme ils le font, pour t'aider, disons, à être indépendant. En fait, c'est sur ça en fait, qu'on se focalise. Adiza, moi j'ai tellement de questions. Oui, moi c'est-à-dire que dans ton expérience,
Tu sais, la vie d'un médecin, la vie du milieu médical, ce n'est pas du tout aisé. Souvent, tu es en contact permanent avec des gens vraiment désespérés, des cas désespérés. Est-ce que dans ton expérience, tu as eu vraiment à prendre ça à cœur, un cas qui t'a vraiment ému, et quelle a été ton attitude? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit exemple, même pas très long, qui t'a affecté vraiment sérieusement, ton mental, tu vois, un cas désespéré ou voilà. Oui, non, c'était quand j'étais en Chine. C'est pas facile quand j'étais en Chine parce que là, on recevait, disons, des patients faits de l'hôpital. Et soit il y avait des patients, il y avait un en particulier je devais traiter, c'est-à-dire aider et tout. Et je pense qu'il avait la moitié du corps paralysé. La moitié du corps paralysé. Bon, donc il y a le visage assez défroissé, déformé. Bon, le bras aussi qui ne marchait pas. C'était tellement dur. Et quand tu vois ça et que tu sers la personne, c'est-à-dire tu les aides, que ce soit soulever quelque chose, que ce soit en fait mettre sa main, que ce soit juste dans la machine là, tu dis c'est pour ça en fait que tout ça existe. Et c'est pour ça en fait qu'on doit quand même créer, que ce soit une nouvelle technologie ou un appareil pour aider et au moins essayer que ce soit rendre la vie meilleure en fait de certaines personnes, parce qu'il y a plein qui n'ont peut-être pas de famille ou qui ne vont pas vivre longtemps. Mais c'est la réalité, donc juste pour aider ça. Donc c'est ce cas-là en fait qui voilà, et ça m'a marqué parce que je me suis dit après ça j'ai envie de travailler avec les patients, j'ai envie de suivre que ce soit en fait c'est-à-dire la création en fait de ça et ensuite l'évolution en fait de traitement des patients, les évolutions en fait des tests cliniques qu'on va faire, etc. Donc, ça. Est-ce que tu as des questions de ceux qui sont... Ok, d'accord, c'est tellement passionnant. Moi, je dis, j'ai encore une question. C'est celle de savoir si tu contribues à la fabrication de ces appareils-là ou bien à l'opération. Bon, tu peux faire les deux. De ça. C'est un rapport avec les pacemakers. Oui, en fait, oui. Quand tu parles de création, qu'est-ce que tu veux dire? Les machines et tout. Non, voilà, de l'appareil. Est-ce que tu contribues à la fabrication de cet appareil-là? En fait, quand tu fais ton doctorat, oui. Par exemple, moi, j'ai créé mes électrodes, je les ai... disons, changer la composition chimique, etc. Explique-nous. Oh là là, pas nous expliquer tout, mais elle a aussi contribué, cette contribution. Donc voilà, du coup, dans ce domaine, accepté par voilà. Et en fait, c'est bon, ce que j'ai fait, moi, je me suis focalisée sur le Parkinson et tout, et j'ai créé des électrodes que j'ai modifiées en fait chimiquement, pour non seulement en fait détecter, disons, le neurone là dans le cerveau, mais pour aussi en fait détecter les concentrations des neurones en fait dans cette partie du cerveau. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait l'implantation en fait dans des rats, parce que bon, ce qui se fait, c'est quand tu crées en fait la machine, tu fais l'implantation dans des rats ou des lapins ou des... donc tu fais l'implantation dans les rats, dans les souris, dans les lapins, dans les singes aussi, j'en ai fait. Pour voir, disons, en fait, si ça marche avant de faire l'implantation, en fait, disons, dans un être humain. Parce que là, c'est assez compliqué. L'expérimentation. Voilà, l'expérimentation. Donc, je suis, en fait, à la partie qui s'appelle le Preclinical Studies. Avant que ça arrive, disons, dans l'implantation. La phase finale. Voilà, la phase finale. Donc, j'ai pu, en fait, implanter, en fait, mes électrodes, en fait, dans les rats. Qui a montré, disons, le succès. Maintenant, quelqu'un d'autre, en fait, doit prendre ce projet-là et le passer à la phase suivante. Mais ayant mon doctorat, disons, en termes de boulot, je peux peut-être, si je voulais, rentrer ou bien aller à l'hôpital et travailler, en fait, avec les chirurgiens qui font l'implantation, en fait, de ces électrodes-là dans le cerveau. Des patients, en fait, qui ont la maladie. Donc, tu peux travailler avec eux parce qu'ils ont besoin d'experts, en fait. Ils ont besoin d'experts pour savoir lire des données, etc. Tu es dans le mauvais placement du cerveau, tu dois redescendre. Et c'est ça, en fait. Voilà, donc tu peux faire ça. Ou tu peux rentrer, en fait, ou travailler, en fait, avec des compagnies biomédicales et tout, médicales, qui sont spécialisées dans l'innovation ou bien la création, en fait, de la technologie de l'appareil médical. Selon, en fait, ce que tu veux, que ce soit les pacemakers, que ce soit les électrodes, ou bien que ce soit les hips replacement, bon, tout ça. Donc, tu peux travailler dans ça. Et moi, présentement, en ce moment, je travaille à NIH. Et parce que je suis tellement motivée par les recherches cliniques,
Je suis le programme manager en fait du département de neurologie et de AVC, où je gère, disons, en fait, les tests cliniques en fait, qui se font avec les patients. Donc, quand un docteur en fait, vient, que ce soit de l'université ou bien d'une compagnie pharmaceutique qui a une idée, on se regroupe, disons, en tant que les programmes managers et tout, pour évaluer, disons, en fait, l'importance du projet, et de là en fait je suis le projet jusqu'à ce qu'en fait on rentre dans les hôpitaux, etc. NIH, je crois que c'est l'Institut national de la santé. C'est ça. Voilà, c'est l'Institut national de la santé ici. Ouais. Ils font les recherches sur toutes les maladies, le cancer, tout ce qu'elle vient de citer, Parkinson, tout ce que vous voulez. C'est un très 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 grand centre de recherche dans les États-Unis. Et je vous signale que c'est pas NIH seulement qui a fait qui a fait le haut et le bas pour pouvoir embaucher Hadiza. Il y avait plein de compagnies qui la recherchaient, qui la voulaient comme médecin, chercheur dans leurs hôpitaux. Et c'est une fierté pour nous aujourd'hui, Hadiza, de savoir que tu travailles dans cet hôpital, dans cette institution, et que tu contribues, tu vois, à redonner vie aux gens, à des patients. Et le message que je lance encore en Afrique, c'est que vous devez avoir un regard sur l'éducation de tous les enfants. Nos pays devraient avoir un centre ici dans nos ambassades pour faire la recherche des talents et essayer de les introduire. Parce que je vois qu'en Afrique, beaucoup de gens, quand ils ont de ces maladies-là, ils prennent l'avion pour aller dans les pays développés, pour aller se soigner, alors qu'on a des talents qui peuvent contribuer contribuer à guérir des gens et même faire que les gens de d'autres pays viennent se soigner chez nous si c'est très bien développé. Voilà, vraiment Hadiza, on n'a pas encore fini parce que Safi veut devenir médecin aujourd'hui. Maintenant, regarde de près aujourd'hui Hadiza. Quand on te regarde maintenant Hadiza, au niveau où tu es aujourd'hui, si tu dois t'asseoir, réfléchir encore, est-ce que tu vas, si on te pose la question, si c'est à refaire, est-ce que tu vas le refaire? Oui, bien sûr. Oui. Oh là là. Avec d'autres choses même en plus. Hein. Ah là là, je pense que le circuit a été très long, fatigant. Ça, c'est ma curiosité aussi. Ça fait combien d'années en fait? J'ai pris 4 ans et demi pour faire... Hadiza est très jeune, je dis. Quand elle dit les années, on a l'impression qu'elle a 30 ans alors que... Après la maîtrise. Donc voilà, ce que j'ai fait, après ma maîtrise, bon, disons ici aux États-Unis, on prend 4 ans pour la licence. Et moi... Ça c'est le bachelor. Ça c'est le bachelor. Ok. Et quand je faisais mon bachelor, j'ai pris des cours additionnels. Donc, j'ai fini mon master en, disons, un semestre, mais j'ai gradué, disons, l'année qui a suivi. Donc, j'ai pris, disons, la préparation. Donc, j'ai dit 1 an. Ok, donc, ça m'a pris 5 ans, bachelor et master. Et mon doctorat, j'ai pris 4 ans et demi. Wow. Voilà, pour le terminer. Donc, présentement, j'ai 27 ans. Vraiment, vraiment, je sais pas, vous qui nous regardez, je sais que vous êtes remplis de beaucoup d'émotions, de fierté, de savoir que c'est un enfant ivoirien, de surcroît africain, qui est venu, qui a eu la chance ou bien d'être là aux États-Unis et qui a profité du système pour pouvoir faire ce qu'elle voulait vraiment faire. Et à Pêle-Mêle, c'est ça. On cherche aussi les talents. On cherche à ce que vous découvriez des choses que nous avons, que nous n'avons pas apportées de main. Ce message-là. J'ai pas fini, hein. J'étais en train de parler, ça tu n'as pas fini. On n'a pas fini. Regardez-moi bien. On suis impressionnée également parce qu'elle est vraiment bilingue. Le français, oui, c'est ce que je voulais ajouter, que non seulement ça, elle n'a pas perdu son français. Elle n'est pas née aux États-Unis. Mais son français est meilleur. Ah non. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Parce que moi, c'est ma bagarre avec mes enfants. Ah oui. Je dis, être bilingue dans la vie, c'est très très important. Moi, quand je venais ici aux États-Unis, j'étais peut-être pas la meilleure des candidats, mais le fait que mon patron couvrait, comme on appelle, des pays francophones, le français a fait la différence. J'ai dit à mes enfants, continuez à lire des livres en français.
soyez bilingue. Mais le dernier, il est venu, ça à 9 ans, il commence à perdre son français et ça me fait très mal. Je l'amène à la bibliothèque, prendre les livres, tu vois, les dessins animés là. Mais il regarde des films en français. Mais non, ils sont plus en contact avec les amis qu'avec les parents à la maison. Mais je suis très très fière de toi. Le fait que tu as gardé ta langue officielle qui est le français en Côte d'Ivoire et l'anglais également, vraiment fierté. Merci, voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On essaie. Vraiment, en parlant avec vous, ça m'aide. Adida, alors, avant que ton segment n'arrive, on était en train de parler de la dépression. Voilà. Est-ce que ton expérience ou bien tu as quelque chose à nous dire sur la dépression, par exemple, comment ça peut arriver, parce que c'est mélangé dans le système aussi. Non, vraiment, tout est mélangé. Dans les neurones. C'est vrai que, bon, disons, vu que je ne suis pas experte de la dépression non plus, mais dans mes recherches et tout, c'est clair qu'il y a une imbalance, disons, en fait, de certaines molécules dans le cerveau. Je pense que ce qui est lié à la dépression, c'est cortisol. Bon, en français, je ne connais pas le nom cortisol. Voilà. Et disons, l'élévation en fait, de cette molécule-là, en fait, crée cette imbalance-là, en fait, dans le système, disons, dans le cerveau. Il y a plein de molécules qui sont affectées. Et quand c'est comme ça, en fait, disons, tu deviens un peu plus triste ou tu n'arrives pas, en fait, à te lever. Tout est affecté. Tout est... Voilà, c'est ça. Les déséquilibres. Et tout est affecté. Et c'est ça, en fait, bon, qui contribue. C'est vrai aussi que je pense que vous avez bien dit, où c'est réel, où les événements en fait, de la vie créent ça. Et surtout, moi en tant qu'enfant vraiment qui a continué un cursus scolaire en fait, disons non-stop, c'est vrai, j'ai eu des moments en fait dépressifs, où j'étais triste, où je me dis, ben voilà, en fait, peut-être qu'on va pas m'accepter, ou bien je vais pas bien travailler, ou bien, est-ce que je vais finir à temps, est-ce que, en fait, plein de questions qui se posent. Mais comme vous le dites aussi, ce qui moi m'a marqué en fait ou qui m'a aidé, c'est mes parents. C'est-à-dire ma maman, c'est ma meilleure amie. Je l'adore. Je l'adore. C'est mon modèle. Voilà, papa, lui, c'est celui en fait qui m'aide à prendre les décisions. Voilà. La rigueur. Voilà, c'est-à-dire ma maman elle est douce et puis papa lui il est là. Ok, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, t'as fini de pleurer. Bon là maintenant il faut qu'on s'asseye pour voir en fait ce qui va se passer. C'est ça. Donc voilà, donc elle balance. Voilà, absolument. Donc je finis de pleurer, je suis maman, je vais chez papa. Donc non, ça existe et avec disons la communication et le fait que je suis très ouverte avec ma maman et avec mes parents même, mon papa aussi, quelquefois en fait il faut qu'on se dise la vérité, ça m'a aidé en fait à sortir de ces trous là en fait, parce qu'on a toujours des petits trous dans la vie. C'est très important dans la vie. Absolument. Et même, et je pense que dans votre conversation ce qui était important c'est aussi éduquer les parents à avoir en fait une mentalité différente. Moi, mon papa, en fait, il aimait bien me c'est-à-dire, il aime bien nous tirer, ou bien titiller, ou bien nous sortir un peu de notre monde en tant que ce soit pour parler, ou bien pour parler à leurs collègues, inviter les collègues à la maison, essayer de ne pas laisser l'enfant peut-être tout seul. Voilà. Donc, c'est vrai que si moi je suis super casanière, j'aime rester dans ma chambre un peu, je suis dans les feuillettes, je fais ce que j'ai à faire, mais il y a toujours en fait une fois par semaine, on va dire, descends, viens t'asseoir. Même si on a rien à se dire. Socialiser. Quand les gens arrivent, descends. Pourtant, je suis très timide, j'ai peut-être même pas envie d'aller dire bonjour et tout. Mais on te pousse un peu à cultiver ça. C'est une éducation aussi. Et ça aide. Inculquer la culture. Je suis du Mali, les Sunofos sont également du Mali. C'est vraiment des gens casaniers souvent. Très calmes, discrets. Papa et moi, on est comme ça, on est pareil. C'est ça, tu es Sunofos aussi, non? Oui, je suis Sunofos. Voilà, c'est ça. C'est ma nièce, c'est c'est ma nièce aussi. Je connais son papa. On est famille. C'est la grande famille. Tata Carole n'est pas là aujourd'hui. On se ressemble. C'est ma cousine directe, on se ressemble. Je suis sûre que si Tata Carole était sur le plateau, elle serait titillée beaucoup. Mais bon, c'est à remettre, on n'a pas fini. On va prendre les questions des gens et on te les posera. Ben moi, je dis encore à nos pays, voilà des têtes, voilà nos enfants intelligents,
que vous pouvez inviter un jour à faire des conférences, que le gouvernement même peut anticiper, les appeler pour faire des conférences afin d'éduquer, les sensibiliser aussi, et puis encourager les enfants à partir vers ce genre d'éducation, de filières pour apprendre. Je suis sûre qu'en Afrique, il y en a beaucoup, mais bon, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Notre souhait, ce serait de les voir. Mais, très chers internautes, on va demander à Adiza de nous donner son mot de la fin. Adiza, nous sommes très fiers de toi. Ça, je peux te le garantir. Je suis très, très, très fière. Je ne sais même pas si je dois sauter, danser ou bien. On peut danser, un peu décalé pour montrer. En tout cas, oui, merci beaucoup pour l'accueil. Merci, disons, de m'offrir en fait cette plateforme pour m'exprimer, pour montrer un peu ce que j'ai fait. Et disons aux téléspectateurs, j'espère que ça va vous inspirer, que ce soit les jeunes filles ou toute personne qui veut rentrer dans cette filière-là. Ne vous dites pas que c'est trop dur, ou ne vous dites pas en fait que vous ne pouvez pas y arriver. Mais quand chaque personne a un objectif, il peut faire tout pour y arriver. Voilà. Donc, disons, avec l'encadrement des parents ou de la famille, tout ça peut se faire. Donc, vraiment, merci. Merci à toi aussi. Donc, je vous dis, chers internautes, nous sommes sur Facebook. Nous allons partager le lien après avec Adiza. Comme ça, si vous avez vos questions, vous rentrerez en direct avec elle pour les lui poser et elle vous donnera les réponses directement. Comme on dit encore, nous ne sommes pas des docteurs, mais nous voulons vous informer de tout ce qui concerne un peu la société. Merci, chers internautes. Merci, Adiza. Merci, Safi. Merci. Et à la prochaine. On vous fait de gros bisous comme ça. Et on dit encore d'aller sur notre Facebook, notre YouTube. Cliquez sur la subscription et puis appuyez sur la cloche et puis invitez, partagez. Partagez.